L'Irak est en plein chaos. L'Iran a l'arme nucléaire. Israël est démoralisé et les États-Unis sont profondément divisés. Pendant 6 semaines, nous avons suivi les événements au Proche-Orient. Le lieu du jugement dernier, Israel lives. Où la tension ne cesse de croître. Israel lives. Faut-il se préparer à un scénario catastrophe? Nous allons aujourd'hui briser un tabou et mettre en lumière la dynamique du puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. En 2006, 2 politologues conservateurs américains de renom, Stephen Walt et John Mearsheimer, ont écrit un article sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique étrangère des États-Unis. Vous voyez, ça a été publié le 23 mars 2006. Le titre est là. Il me semble que la version de Harvard a été téléchargée plus de 350 000 fois. Les États-Unis soutiennent Israël de diverses façons. Nous leur fournissons des aides militaires et économiques qui s'élèvent à peu près à 3 milliards de dollars par an. Malgré sa relative richesse, Israël reçoit plus d'aide extérieure que n'importe quel autre pays au monde. Nous opposons constamment notre veto aux résolutions de l'ONU condamnant Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, 1 voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Those against? Those against? Ceux qui sont contre. Et les États-Unis parlent même de recourir à la force militaire contre l'Iran. Pourquoi craignent-ils tellement de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire? S'il y a une telle inquiétude à l'heure actuelle, c'est à cause des pressions du lobby. L'article dit en substance qu'il existe aux États-Unis un groupe d'intérêts puissants qui se donne beaucoup de peine pour infléchir la politique étrangère américaine de façon à ce qu'elle soit favorable à Israël. Et deuxièmement, nous soutenons que les politiques que les États-Unis choisissent de mettre en œuvre au Proche-Orient, à cause des pressions exercées par le lobby au moment de la prise de décision, ne sont pas dans l'intérêt national. A free, prosperous, and secure Israel is in this nation's national interests. En ces temps d'insécurité politique et de défaite annoncée en Irak, l'article a fait scandale aux États-Unis. Il réveille le vieux débat entre démocrates et républicains, américains et israéliens, juifs et chrétiens, et isolationnistes et interventionnistes. Cet essai ne repose sur rien. Conseiller du Pentagone jusqu'en 2004, le néoconservateur Richard Perle a été l'un des promoteurs de la guerre en Irak et est un fervent partisan de la politique étrangère pro-Israël. L'idée qu'il y a des gens à Jérusalem qui tirent les ficelles de nos institutions
et que ces institutions sont en quelque sorte contraires aux intérêts de l'Amérique et préfèrent œuvrer pour Israël, cette idée ne repose sur rien. Je suis très surpris qu'ils n'aient pas essayé de protéger leur réputation en faisant des recherches vraiment rigoureuses et solides qu'ils puissent défendre. D'ailleurs, ils ont été démolis par Alan Dershowitz. Il ne reste plus rien après le... Mais pourquoi ont-ils... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Il y a des choses dans cet article qui m'ont vraiment fait grimacer. Il n'est pas représentatif de la valeur universitaire de Mearsheimer et Walt. Lawrence Wilkerson est un vétéran du Vietnam. Son père était pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale et son fils est dans l'Air Force. Il a été le directeur de cabinet de Colin Powell de 2000 à 2005. Mais il éclaire plusieurs choses d'un jour nouveau. Et la plus importante, c'est qu'on ne débat pas de ce sujet en Amérique. On ne peut pas parler de ça. C'est ce qui ressort. Ensuite, il y a la remise en cause post-guerre froide de la valeur stratégique d'Israël pour l'Amérique. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler du lobby pro-israélien. Aujourd'hui, on peut. C'est un sujet explosif et polémique, mais on en parle. Tony Judd est né en Angleterre juste après la Deuxième Guerre mondiale de parents juifs ashkénazes. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibbutz et pour Tsahal. D'après lui, l'État d'Israël est en train de perdre toute crédibilité. J'ai écrit un article pour le New York Times à l'époque de la publication de l'essai Mearsheimer-Walt, un contre-édito. C'était une commande. Et j'ai dit à la rédaction, vous auriez dû citer Mearsheimer-Walt. Ils n'en avaient pas parlé. Ils l'ont admis, ce qui était déjà un changement. Mais ils ont insisté pour que quelque part dans l'article, je mentionne le fait que j'étais juif. Pour se couvrir. Un article critique sur le lobby israélien, oui, mais il est juif, alors ça va. Voilà où on en est. Ce n'est pas drôle de se faire traiter d'antisémite et d'entendre dire que vos recherches sont bâclées. Ce n'est pas drôle de se faire pilonner jour après jour et de ne voir que très peu de gens prendre votre défense. Mais on savait à quoi s'attendre. On savait que c'était le prix à payer pour cet article. Ils ont raison. Mais ils ont tort. Ils ont raison d'un point de vue strictement géopolitique et géostratégique, un domaine que j'ai passé ma vie à étudier. Israël n'a plus de valeur stratégique pour les États-Unis, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Non seulement ça, mais c'est même devenu un fardeau stratégique pour l'Amérique. Ça fait une grosse différence avec l'époque de la guerre froide. En même temps, le stratège éclairé en moi dit que ça n'a aucune importance. Parce que les liens entre l'Amérique et Israël sont tellement étroits et forts que la géostratégie, la stratégie politique ou la grande stratégie n'ont ici aucune valeur. Quand on élève cette composante psychologique au niveau de la stratégie, on voit que l'Amérique ne pourrait pas s'en aller, même si elle le voulait. Messieurs Walt et Mearsheimer, vous avez peut-être raison techniquement, mais en réalité, vous avez tort. Parce que l'Amérique ne peut pas dire « Israël, débrouille-toi ». Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on a un lobby juif très puissant en Amérique. Pour Walt et Mearsheimer, le lobby pro-israélien se compose des organisations juives et du groupe de pression politique EIPAC, mais aussi des millions de chrétiens évangéliques. Tous ont à cœur de défendre les intérêts d'Israël et de faire taire les critiques. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people.
Notre infrastructure compte plusieurs millions de personnes. On a plus de 22 000 leaders spirituels, dont certains ont entre 1 million et 1,5 million de noms dans leur fichier d'adresse. Les plus grands télévangélistes d'Amérique soutiennent notre action, parce que tous les évangéliques obéissent à la Bible. Et la Bible nous enjoint clairement de soutenir l'État d'Israël. Pour John Hagee, il est du devoir des chrétiens de soutenir Israël. De la même façon, il considère l'Iran et les autres États islamiques hostiles à l'État hébreu comme l'antéchrist. Après la dernière guerre au Liban en 2006, sa congrégation a réuni 8 millions de dollars pour venir en aide aux Israéliens. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. Je ne crois pas qu'on puisse jamais avoir assez de soutien. Notre objectif est de toujours rappeler à nos élus ceci. A. Nous soutenons Israël. Et B. Si l'un d'eux s'oppose intentionnellement à Israël, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit pas réélu. Earl Hilliard était membre du Congrès. Dans les années 90, il a voulu se rapprocher de la Libye, un pays avec lequel les États-Unis n'avaient alors aucune relation diplomatique. Hilliard s'est rendu à Tripoli à plusieurs reprises et a noué des liens étroits avec Kadhafi. Voilà ce qu'a fait l'AIPAC. Certains membres du Congrès américain soumettaient des résolutions condamnant la Libye et ils les regroupaient avec celles sur la Syrie, l'Iran et l'Irak. Ils soumettaient ces résolutions régulièrement en réclamant toutes sortes de sanctions et d'actions. Bien sûr, je votais contre à chaque fois, et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai découvert par la suite que ce qui les avait vraiment énervés, c'est que des parlementaires sont venus me voir en demandant ce qui se passait. Et j'ai dit, on négocie. Et après? Plusieurs personnes m'ont appelé parce qu'elles avaient vu et entendu des choses sur CNN. Elles m'ont dit, regarde CNN. En pleine période préélectorale, son adversaire politique dans ce district d'Alabama reçoit de New York une contribution de 300 000 $ pour sa campagne. Un don exceptionnel. Ils ont inondé la radio et la télévision de spots publicitaires. Il faut bien comprendre l'ambiance qui régnait dans le pays. C'était juste après le 11 septembre, et la plupart des Américains ne distinguaient pas Saddam Hussein de Kadhafi ou Kadhafi de Ben Laden. Ils ne faisaient pas la différence. Pour eux, c'était du pareil au même. Or, la plupart des spots m'associaient à ces hommes et disaient que je les soutenais. Ils montraient les avions fonçant sur le World Trade Center. On continuait à faire régulièrement des sondages. Et je peux vous dire que ma cote a rapidement chuté. Il faut avouer que ça a été bien organisé et rondement mené. Après coup, je me suis dit, bon sang, ils avaient tout prévu. J'ai perdu l'élection.
Vous devez savoir que vous abordez un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs. Surtout pas. C'est comme si on parlait de quelque chose de mal. On n'est même pas censé donner son opinion. C'est difficile de poser des questions sur le lobby pro-israélien? Absolument. Vous aurez du mal à obtenir des réponses et des interviews. J'espère que vous y arriverez. Je vous le souhaite. Ça va être dur. Il y a une machine énorme et très puissante qui sait immédiatement quand quelqu'un défend des opinions anti-israéliennes et qui passe aussitôt à l'attaque. Je vais vous donner un exemple très concret. Il m'est arrivé de mentionner l'essai Mearsheimer-Walt une fois au cours d'une conférence dans une des universités où j'enseigne. Dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai reçu un email d'Alan Dershowitz. Qui est-ce? Alan Dershowitz est professeur à Harvard et il défend le lobby juif américain comme un chien de garde. Il m'a envoyé un email dans lequel il me disait en substance que, d'après lui, en prenant la défense de l'essai Walt-Mearsheimer, je ne rendais pas justice à la relation israélo-américaine, à l'existence d'Israël dans le monde, etc. Parce que c'était un document terriblement contestable et inexact. Il a même joint au message sa propre réponse à l'essai Walt-Mearsheimer, en me conseillant de m'en servir comme contrepoids dans mon cours. Je n'utilisais même pas l'essai pour mon cours. Je le mentionnais simplement pour montrer la colère de certaines personnes face à l'absence de discussion et au manque de débat sur ces sujets en Amérique. Et 48 heures plus tard, j'avais un des chiens de garde du lobby juif sur les talons. Comment a-t-il pu le savoir? Partout en Amérique, dans tous les campus universitaires, il y a des gens qui sont là pour faire ce qu'il a fait, pour protéger les intérêts des Juifs américains et les intérêts d'Israël en Amérique. De ce côté-là, le lobby juif est certainement beaucoup plus organisé et il peut se mobiliser beaucoup plus rapidement contre une menace potentielle que n'importe quel autre groupe de pression. Cet automne, j'ai été invité à faire une conférence pour une organisation qui s'appelle 2020. On s'était mis d'accord sur le sujet de l'intervention, la politique étrangère américaine au Proche-Orient et le lobby pro-israélien, parce que les journaux en parlaient beaucoup à l'époque. Ils m'ont contacté une semaine avant la conférence. Le secrétaire de l'organisation m'a informé que l'événement aurait lieu au consulat polonais. C'est apparemment là qu'ils avaient l'habitude de se réunir. Et puis la semaine suivante, 2 heures avant la conférence, le directeur de l'organisation m'a appelé terriblement énervé en me disant que le consul général de Pologne avait tout annulé parce qu'il avait reçu des coups de fil de l'American Jewish Committee et de l'Anti-Defamation League. La position du consul est très délicate. Dès qu'on prononce le mot Pologne, la plupart des gens pensent aussitôt à l'antisémitisme. La Pologne a du mal à se défaire de cette image chez nous. Le nouveau gouvernement polonais, qui n'est pas très séduisant, a cependant fait de gros efforts pour établir de bonnes relations avec Washington, se rapprocher d'Israël et se faire bien voir sur ce genre de sujet. Et voilà que soudain, quelqu'un dit au consul polonais à New York, Tony Judd est quelqu'un de très controversé. Il est anti-Israël et certains trouvent ses propos antisémites. Vous voulez vraiment le recevoir? C'est mauvais pour votre image et votre diplomatie. Pourquoi les Polonais défendraient-ils héroïquement ma liberté d'expression? Ils ont autre chose à faire. Je ne les blâme pas.
Ce que fait le lobby, c'est qu'il s'attaque à nous de façon très agressive dans le but de nous réduire au silence. Et aussi dans le but de bien faire comprendre aux gens que s'ils suivent l'exemple de Jimmy Carter, de Tony Judd, de John Mearsheimer ou de Steve Walt, ils devront payer le prix fort pour cette transgression. C'est un exemple dissuasif. Ils veulent dissuader les gens de faire comme nous. Kenneth Roth est le directeur exécutif de Human Rights Watch, une ONG indépendante qui enquête sur les violations des droits de l'homme. Après son rapport sur la guerre au Liban, Roth a été pris à partie. I was wondering if you can comment on the fact that in the press in the United States you are called an anti-Semite and demonizing the Jewish state concerning Human Rights Watch reporting in the Lebanon war. Human Rights Watch's fairly extensive reporting during the war, reporting that I should say focused both on Hezbollah's indiscriminate attacks into Israel and on Israel's indiscriminate bombardment in Lebanon, was met by some reflexive defenders of Israel, not with rational discourse, not with a discussion of the facts, but with name-calling, including accusations of anti-Semitism, of blood libel, of this or that. On a l'habitude d'être attaqué par les gouvernements qu'on critique. Mais là, le gouvernement israélien est resté assez silencieux. Nous avons même eu ce qu'on pourrait appeler un dialogue raisonnable avec les Israéliens au sujet de ce qui se passait au Liban. Ce sont les supporters de l'État israélien, aux États-Unis et dans une moindre mesure en Israël, qui ont violemment réagi. Et ça, c'est inhabituel. On a rarement été confronté à ce genre d'attaque coordonnée de la part d'individus manifestement privés. Des gens qui ne font pas partie du gouvernement israélien, mais qui se sont donnés pour rôle de défendre Israël systématiquement, quelle que soit sa conduite. Le fait que vous soyez juif est important ? Je pense que dans le cadre du débat sur la guerre au Liban, c'était important, parce qu'il était plus difficile pour les défenseurs systématiques d'Israël de me traiter d'antisémite. Ce n'était pas crédible. Mon père a fui les nazis et les parents de ma mère ont échappé au pogrom en Pologne et en Biélorussie. Je n'ai pas le profil d'un antisémite. Bien sûr, il y a le vieil argument du juif qui se hait lui-même, mais ça ne me correspond pas non plus. Et plus personne ne tient ce genre de discours. Pourquoi ? Pourquoi ne pas laisser les incompétents comme moi faire leur petit speech ? Remontons un peu dans le temps. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé dans les années 70. Avec la montée des politiques identitaires en Amérique, il a d'abord été en vogue, puis politiquement et économiquement normal, de se dire noir américain, italo-américain ou irlandais américain. Mais personne ne dit « je suis juif américain ». Et entendre « tu es juif américain », c'est un peu dérangeant. Il faut pourtant qu'ils aient une identité. Et ce besoin d'avoir une identité culturelle au même titre que les Italo-américains, les Noirs américains ou les Hispano-américains, s'est traduit par deux facteurs d'identification extérieure. Israël, d'une part, et Auschwitz, de l'autre. Un dans l'espace et un dans le temps. Être juif, c'est être ému par le souvenir de la Shoah et s'identifier à Israël. Même si vous n'avez aucun lien personnel avec la Shoah et que vous n'êtes jamais allé en Israël, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Le résultat, c'est qu'ils sont extraordinairement susceptibles, politiquement et personnellement. Ce n'est pas une invention politique, ça se sent vraiment. Dès qu'ils ont conscience d'une critique contre Israël ou d'un oubli de la Shoah. Parce que ça touche à l'identité même des Juifs américains. The state of Israel was the dream of your ancestors, made a reality by your grandparents and your parents.
Chaque année, l'AIPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'AIPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est un véritable événement avec un petit côté Hollywood. Il passe de la mobilisation des gens et chauffer le public. C'est un peu une atmosphère de fête étudiante. Ils font venir un très grand nombre d'hommes politiques importants. America and Israel share an unbreakable bond. AIPAC is one of the reasons why. All of us share a fundamental belief that the freedom and security of Israel are vital interests of the United States of America. We need you now more than ever. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'AIPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Mark Pryor. Can we have a picture first, please? Wait. I think I might have blinked on that one. From South Carolina, Joe Wilson. From California, Lynn Woolsey. From Oregon, David Wu. From Maryland, Albert Wynn. From Kentucky, John Yarmouth. And I also want to mention former member of Congress, Rob L'AIPAC s'efforce avec succès d'éprouver constamment la loyauté des membres du Congrès à sa cause. Il y a donc un flot ininterrompu de résolutions soumises au vote au sujet du Proche-Orient, que ce soit pour soutenir une action du gouvernement israélien, pour exprimer de la sympathie aux victimes d'un attentat suicide, ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région hostiles à Israël. Ces résolutions sont autant de tests qui permettent d'éprouver la loyauté des parlementaires sur le sujet. Ceux qui votent comme le souhaite l'AIPAC sont récompensés de diverses façons, en particulier par les contributions qu'ils reçoivent des sympathisants de l'AIPAC pour leur campagne. L'AIPAC lui-même ne donne pas d'argent. Mais ces innombrables résolutions et ce registre minutieux des votes de chacun ont une influence directe sur les contributions des donateurs. Pour que l'argent arrive en masse dans les coffres d'un représentant ou d'un sénateur, il faut qu'ils soutiennent les positions du lobby. C'est leur principale source d'influence, l'argent. Et ce gouvernement est inondé d'argent, sans doute plus que tout autre gouvernement dans l'histoire américaine. Ça fait 2 mois qu'on essaye d'entrer en contact avec les membres du Congrès qui ont voté non à certains projets soutenus par l'AIPAC. Mais personne ne veut nous parler. C'est normal ? Oui, c'est un sujet sur lequel les membres du Congrès n'ont aucun intérêt à s'exprimer. Pour eux, il est déjà dangereux de voter contre les positions recommandées par l'AIPAC, parce que ça peut entraîner une réduction de leur fonds de campagne et engendrer toutes sortes de problèmes dans leur district. Pourtant, ils ont voté non. C'est vrai. Mais ils ne tiennent pas à le crier sur les toits, surtout quand c'est filmé. Vous imaginez l'usage qu'un adversaire politique pourrait faire de ça ? Ça pourrait servir à monter une campagne de dénigrement. Regardez, cette personne est contre les intérêts d'Israël. Chaque fois que j'aborde le sujet avec des gens du Capitole, c'est presque toujours sous réserve d'anonymat. Un jour, un sénateur démocrate très connu m'a parlé en confidence. C'était à l'occasion d'une conférence à Paris. Il était tard, on était à l'hôtel. Il me parlait du Proche-Orient et ses critiques contre Israël étaient très similaires à mes propres idées. Je lui ai dit, vous ne dites jamais tout ça au Sénat, pourquoi ?
Vous avez peur de perdre le vote juif? Il m'a répondu, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le vote juif. Je viens d'un État, je ne peux pas vous dire lequel bien sûr, où il y a très peu de juifs. Et quoi qu'il advienne, ils continueront à voter pour moi. Ce n'est pas le vote juif, le problème n'est pas là. Ce n'est pas non plus l'argent, je ne reçois pas d'argent du lobby pro-israélien. Mais il a ajouté, imaginez que j'arrive au Sénat et que je fasse un discours émouvant pour expliquer que nous devons prendre nos distances vis-à-vis d'Israël et mieux comprendre la situation des Palestiniens. Je convaincrai peut-être 5 ou 10 sénateurs de voter une motion générale à l'encontre d'Israël, au mieux, mais rien de plus. Et après ça, a-t-il ajouté, je serai fini au Sénat. Plus personne ne voterait dans mon sens si je voulais obtenir quelque chose pour mon État, une loi sur l'éducation, une loi de finances ou un impôt. N'importe quel projet de politique intérieure, sans rien avoir avec Israël, je serai puni. Je suis sûr que Steve et moi, on ne pourra jamais accéder à un poste à responsabilité au sein du gouvernement américain. Pour vous donner un exemple, Steve était invité à un dîner avec un candidat présidentiel à Harvard. Une semaine après la sortie de l'article, la femme qui avait organisé le dîner est venue voir Steve et elle lui a dit qu'elle était obligée d'annuler son invitation. Parce que l'équipe du candidat en question avait appelé en disant qu'il n'était pas pensable pour un candidat présidentiel de participer à un dîner avec lui. America and Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. Si un homme politique exprimait l'opinion que les États-Unis ne doivent plus soutenir Israël, que se passerait-il à votre avis? Il ne serait pas réélu. C'est presque certain. Il y a peut-être un district ici ou là. Il y a 435 élus à la Chambre des représentants et 100 sénateurs, ce qui fait 535 en tout. Nous avons 52 gouverneurs. Il est tout à fait possible que quelque part, dans un des districts électoraux, on réélise un candidat qui a dit « On devrait abandonner Israël, couper les ponts avec Israël ». Mais c'est assez peu probable. Et je serais surpris qu'il y ait plus de 3 ou 4 districts où ce soit concevable. I appreciate but we can vote you. That's and I'm okay. sorry. But I appreciate the friendship. If you will come in Italy, I want to introduce you in a member of parliament, Italian parliament. I would enjoy that very much. Thank you, so thank you for everything. Friends owe it to friends to be as candid as possible. So let me say that a precipitous American withdrawal from Iraq would be a disaster for the United States and the entire Middle East. A sudden withdrawal of our coalition would dissipate much of the effort that's gone into fighting the global war on terror and result in chaos and mounting danger. And for the sake of our own security, we will not stand by and let it happen. Je dirais que s'il n'y avait pas eu tous ces néoconservateurs à des postes importants au sein de l'administration Bush, Colin Powell n'aurait jamais fait cet exposé scandaleux au début du mois de février 2003, qui a joué un rôle si critique dans le retournement de l'opinion publique américaine. This is an important day for us all as we review the situation with respect to Iraq and its disarmament obligations under UN Security Council Resolution 1441. J'ai été saisi quand je l'ai écouté au Conseil de sécurité de l'ONU. Chaque fois que je l'avais entendu jusque-là, j'étais en train de courir à droite et à gauche pour changer des choses, discuter des graphiques, etc. Mais là, au Conseil de sécurité, je suis resté assis à regarder Colin Powell faire son exposé. My colleagues,
Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. As I show you these images, I will try to capture and explain what they mean, what they indicate to our imagery specialists. Let's look at one. The four that are in red squares represent active chemical munitions bunkers. Je ne serais pas parti en guerre en me fondant là-dessus. C'est ce que je me suis dit. La plupart des images pouvaient être interprétées d'une toute autre façon que la nôtre. As these drawings based on their description show, we know what the fermenters look like. We know what the tanks, pumps, compressors, and other parts look like. And we know a great deal about the platforms on which they are mounted. Je suis sorti du bâtiment des Nations Unies à la fin de l'exposé, ce 5 février, dans l'air froid et vivifiant de New York. Et je me suis dit, c'est totalement raté. Je prenais ça comme un échec personnel, parce que c'est moi qui avais tout préparé. Et puis, 2 ou 3 jours plus tard, après avoir dormi un peu et réfléchi à tout ça, je me suis demandé pourquoi les réactions semblaient finalement assez positives. On n'avait pas persuadé les gens qui étaient farouchement opposés, mais on avait eu un impact, en particulier sur les Américains. Et on avait aussi eu un petit impact sur la communauté internationale, surtout le Royaume-Uni. Et soudain, j'ai compris. C'était Colin Powell qui avait fait cet exposé, et il avait à peu près la même cote de popularité que Mère Teresa. Le peuple américain croyait Colin Powell. Si Colin Powell le disait, c'était forcément vrai. Je me suis senti encore plus mal. L'idée que j'ai eu ma part de responsabilité m'empêche parfois de dormir. The quantities were vast. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoon of dry anthrax. Shut down. So the question you have to ask yourself is if the On ne peut que se demander, puisque les preuves étaient si fragiles, pourquoi Powell a pris la parole pour affirmer sans équivoque que l'Irak avait des armes de destruction massive et représentait une menace imminente. C'est parce qu'il y avait une pression intense à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement. Question. Qui exerçait cette pression? Réponse. Les néoconservateurs, presque à eux seuls. Dick Cheney et ses laquais, en particulier Richard Perle et Doug Feist, ont élevé l'art du mensonge à un niveau encore inconnu jusque-là. Le pétrole était-il le dessein principal du président Bush et du vice-président Cheney? Les armes de destruction massive, la défense de la démocratie, je n'y crois pas un instant. Ils n'ont pas fait cette guerre pour instaurer la démocratie. Ils ont invoqué le combat pour la démocratie afin d'apaiser les Américains et de leur donner une raison de soutenir la guerre. Reste à savoir quels étaient les vrais facteurs. Le lobby juif américain, avec notamment l'EPAC, en faisait évidemment partie. Il faudrait être naïf pour penser que ça n'a pas orienté les décisions de sécurité nationale, surtout celles de l'administration Bush. L'EPAC exerce une influence très forte à travers le vice-président Cheney, Elliott Abrams, Paul Wolfowitz et d'autres membres du gouvernement. Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue le fait que les Israéliens fournissaient aussi au gouvernement américain des informations indiquant que l'Irak possédait des armes de destruction massive et présentait une menace imminente. Il y a un général israélien, Shlomo Brom, qui a écrit un article là-dessus. Il explique qu'Israël a directement contribué à convaincre les Américains et le reste du monde que l'Irak était une menace imminente. L'Irak n'était pas une menace imminente. Même si Saddam avait eu l'arme nucléaire, il n'aurait rien pu en faire. Mais on ne pouvait pas défendre ce point de vue à l'époque aux États-Unis. Il était très difficile de le soutenir en public et de créer un mouvement. Êtes-vous d'accord avec Mearsheimer et Walt pour dire que le lobby pro-israélien est en partie responsable de la guerre contre l'Irak? Oui, mais je ne l'aurais pas présenté comme eux. Je pense qu'ils sous-estiment certaines idées.
et qu'ils sous-estiment certaines émotions, si vous voulez. Ils ont une vision très froide et réaliste de la politique. Pour eux, il était totalement fou de déclarer la guerre à l'Irak, comme pour beaucoup d'entre nous à l'époque. Il y a donc forcément eu des pressions qui expliquent une décision aussi irrationnelle. Et bien sûr, il y en a eu. Mais ils sous-estiment les autres facteurs. L'illusion, par exemple, qu'on pouvait contrôler le pétrole irakien et la région stratégique. Et cette conviction si profondément américaine et qui n'a pas été inventée par le lobby juif, que l'Amérique sait comment doit fonctionner la démocratie, qu'elle est un modèle pour le monde et qu'il est de son devoir moral et de son droit de montrer l'exemple. Tout ça se mélange. Les idéaux, la conviction de l'excellence et des devoirs de l'Amérique, mais aussi le provincialisme américain, l'ignorance du monde extérieur et les pressions israéliennes. La suggestion que le lobby pro-israélien, pour reprendre ces termes, est en fait contrôlé par les Israéliens et qu'il reflète les préférences israéliennes est tout simplement fausse. On peut tout à fait le prouver. Vous ne faites donc pas partie du lobby pro-israélien? Non, je ne fais pas partie d'un lobby pro-israélien. J'ai mes propres idées. J'ai de la sympathie pour Israël, comme la plupart des Américains. Je suis parfaitement capable d'exprimer des critiques à l'égard d'une politique israélienne qui me déplaît. Mais le plus important, c'est que le gouvernement israélien ne façonne pas la pensée des Américains pro-israéliens. Richard Perle répondrait probablement à votre question si vous parveniez à lui faire dire la vérité. Les intérêts d'Israël et ceux de l'Amérique sont identiques. Et donc, si je défends les intérêts d'Israël, je défends les intérêts de l'Amérique. Et moi, en tant que stratégiste, je lui dis, c'est des conneries. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, j'en suis sûr, deux pays dont les intérêts nationaux coïncident tout le temps. C'est impossible. Je ne veux pas me poser en victime, mais quand je viens ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est nous, en Israël, qui en avons payé le prix. Daniel Levy a servi dans l'armée israélienne. Il a été l'un des négociateurs israéliens aux pourparlers de paix de Genève, Oslo II et Tabat. Aujourd'hui, il travaille à Washington et veut faire entendre une autre voix juive. Quelle surprise! Les Juifs américains ont généralement des opinions démocrates, y compris sur le Proche-Orient. Quand on sonde les Juifs américains, ils sont pour le processus de paix, pour l'engagement américain et pour les deux États distincts, tout comme ils étaient favorables aux pourparlers de Genève. Mais les dirigeants institutionnels de la communauté vont dans une toute autre direction, pour leurs propres raisons. Des raisons que je comprends et qui ne sont pas propres à la diaspora des États-Unis, mais qui influent sur la politique de nombreuses diasporas à travers le monde. Il s'agit de mon identité en tant que diaspora, mais aussi de ma culpabilité, de mon rôle politique dans cette nouvelle communauté, etc. Ils ont poussé la politique soi-disant pro-israélienne à Washington dans une direction totalement contraire au bien d'Israël. À cet égard, j'ai en effet l'impression qu'on en paye le prix. Et bien sûr, c'est encore plus flagrant sous l'administration actuelle. L'Amérique a contribué à renforcer le statut de victime d'Israël. Je pense que tout a commencé dans les années 70.
quand la communauté afro-américaine a voulu obtenir d'être enfin dédommagée de l'esclavage et des conséquences de l'esclavage en mettant en avant le fait qu'elle était victime de l'histoire. Même si vous n'êtes pas directement responsable, l'histoire et vos grands-parents le sont. Ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais une dette culturelle. La Shoah est bien sûr le symbole ultime du statut de victime. David Ben Gourion, le premier ministre israélien, le savait très bien. Il a utilisé ça en faisant d'Israël, du pays lui-même, une victime. Si on ne peut pas critiquer quelqu'un parce que c'est une victime, que dire de tout un pays? Un pays né des persécutions en quelque sorte. J'ai très souvent eu des conversations avec des gens raisonnables qui disent « C'est vrai, Israël fait de mauvaises choses, ils occupent des territoires, volent de l'eau et des terres, bombardent des maisons, etc. » Mais il ne faut pas oublier ce qui est arrivé aux Juifs. Il y a un contexte, une histoire, une raison et une excuse à tout ça. On peut dire la même chose des Palestiniens. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé aux Palestiniens après la guerre de 1948 et celle de 1967. Pas étonnant qu'ils aient des kamikazes. Il y a toujours un lien entre les souffrances collectives passées et les actions individuelles présentes. Mais faire de ça une politique publique, c'est désastreux et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le « et si ». Et si, avec cette vision particulière des intérêts israéliens et des intérêts communs aux Américains et aux Israéliens, qui est bien sûr totalement contraire à ma propre conception des intérêts israéliens, et si, à force de faire pression pour imposer au peuple américain et à son gouvernement cette vision particulière, il y avait un retour de bâton. Quand je dis retour de bâton, je veux parler du risque qu'un jour ou l'autre, une majorité d'Américains, et par extension de leurs représentants élus, finissent par faire marche arrière et par dire « Nous devons absolument cesser de nous engager autant au Proche-Orient ». Peut-être qu'en réaction à tout ce qui se passe en Irak et en Iran, les gens finiront par se révolter contre notre relation avec Israël et qu'il y aura un mouvement de contestation. Peut-être que 2 ou 3 sénateurs s'exprimeront et plaideront avec insistance pour qu'on change de politique. Ça n'arrivera pas. C'est tout. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez agiter votre baguette magique et éliminer le lobby pro-israélien dont parlent Walt et Mearsheimer, mais tout ce que j'ai dit continuera à être vrai. Vous pouvez me croire sur parole. Si ce président nous envoie faire la guerre en Iran dans les 2 prochaines années, et qu'il ordonne une intervention au sol massive des Marines ou de l'armée de terre, je pense qu'il y aura à nouveau un important exode des officiers supérieurs des forces armées. Parce que je crois qu'ils savent quelle erreur colossale ce serait de prendre une telle décision et combien cela nous rapprocherait de la 3e ou la 4e guerre mondiale. Appelez-la comme vous voudrez. Rappelez-vous l'Empire romain. Pendant très longtemps, le comportement de la Judée a ennuyé les Romains sans vraiment les gêner. Mais lorsque les Judéens sont vraiment devenus pénibles, les Romains se sont retournés contre eux. Ils ont détruit leurs temples et les ont balayés en disant « Un empire a d'autres choses en tête ». C'est ce qui attend Israël dans les 25 ans à venir.
Le risque que l'Empire américain dise « Attendez une minute, vous ne comptez pas tant que ça pour nous. On a besoin de pétrole plus que de vous. Ou on n'a plus besoin de pétrole. Peu importe, ça revient au même. Ça n'en vaut pas la peine. » Et le problème de la Shoah et de l'antisémitisme décline avec le passage des générations. C'est une catastrophe pour Israël, parce qu'Israël n'a pas d'autre ami au monde. Merci.